La fabrication de l'ennemi. J'avais le projet d'écrire sur cette thématique-là. J'ai trouvé qu'il y avait déjà quelqu'un qui a écrit sur le même sujet, avec le même titre, donc ça devient non nécessaire. Mais l'intérêt pour le traitement de ce sujet reste vivant, parce que j'ai aussi ma façon à moi de créer du contenu en rapport avec cette thématique-là. L'ennemi, bien sûr, c'est ce qui se différencie de l'ami, de l'allié, du proche. L'ennemi, par excellence, celui dont il faut se défier, celui dont il faut se débarrasser, celui dont il faut absolument effacer, nier, effacer, détruire. Donc, la légitimité d'une action de destruction et de mise à mort se justifie par ce classement-là, en ami et en ennemi, en proche et en lointain et réductible, j'entends. Donc finalement, cette division, bien confortable, parce qu'à un certain moment, elle fonctionne très bien, il est possible de désigner l'ennemi de façon catégorique, sans aucun doute, sans aucune contestation, et il est possible de lui accorder un traitement à la hauteur de sa place d'ennemi, c'est-à-dire un traitement radical par comment dire, on dit par la neutralisation. On neutralise l'ennemi, on l'empêche de nuire, et évidemment, si on le neutralise de façon définitive, c'est encore mieux. Donc l'ennemi est celui qui est à détruire. Donc je suis un quinquagénaire, j'ai assisté à un moment de la guerre froide. L'ennemi, bien sûr, était d'un certain côté, comme géographiquement je me situais dans un autre, donc il y avait bien deux camps, et il y avait bien l'ennemi bien défini, donc il fallait faire avec, vivre avec le sentiment de la menace de la guerre nucléaire. Et après, il y a toute cette histoire de l'ennemi par rapport à des guerres régionales, etc. etc. Donc finalement, les États se construisent en bloc, il y a des rapprochements, mais les blocs n'ont pas plutôt tendance à devenir des blocs et à un moment donné à aller au-delà de la politique des blocs, mais ils ont plutôt tendance à être des blocs pour pouvoir encore mieux s'opposer, encore mieux se faire la guerre, encore mieux être en conflit. Donc à chaque fois, on maintient des blocs pour justifier la mise, comment dire, la mobilisation, parce qu'il faut continuer de se mobiliser pour faire face à l'ennemi, soit l'ennemi bien à un moment donné, bien l'ennemi du présent, du moment, ou l'ennemi à venir, parce qu'on imagine qu'il y a toujours un ennemi qui là on attend de se constituer en ennemi. Donc il y a toujours un besoin de rester sur ses gardes, d'être en capacité de répondre à l'ennemi du moment, ou à l'ennemi qui pourrait se manifester, quel qu'elle puisse être son degré de menace. Il faut pouvoir répondre à la menace selon son degré de gravité. Donc la fabrication de l'ennemi suppose que obligatoirement on continue de fonctionner en termes de binarité, en termes de dualité, et que quelque part il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de tierce solution, c'est uniquement un côté et un autre. Donc en opposition frontale,
ou des fois une position indirecte, mais quand on pouvait faire la guerre dans des territoires qui n'étaient la guerre ailleurs que sur les territoires des deux ennemis, on la faisait. On faisait la guerre, ou alors la guerre par procuration, etc. Donc il y avait moyen aussi d'externaliser les lieux de conflit. On les, voilà, comme on dit aujourd'hui par rapport à l'économie, délocaliser. Vous pouvez avoir des champs d'opération qui sont loin de son territoire initial. Et les souffrances des peuples, notamment au Mozambique et en Angola, sont sûrement encore bien réelles. Les conséquences n'ont pas été effacées. Il y a bien sûr encore des munitions non explosées qui n'attendent que le moment propice pour faire leur œuvre de mort et de mutilation. Donc on a ça. On a cette histoire qui existe, qui est cette tendance à réclamer la fin des peines capitales partout. Il y a des gens qui défendent la mise hors la loi de la peine capitale, quel qui puisse en être le mode d'administration. Et donc ces gens, les États peuvent renoncer à l'application de la peine de mort, mais ils ne renoncent pas à la mort, à l'assassinat, dès qu'il s'agit de l'ennemi. L'ennemi, il est une autre catégorie de personnes qui n'est pas concernée par l'évolution du droit pénal. C'est un ennemi à qui dont on peut se venger. On revient on régresse, on accepte à ce niveau-là la régression. La loi du talion, bien entendu, on en tue un, on en tue 4, 5, 6, 7, on se venge, on répond, on prend sa revanche, on punit, comment dire, il faut répondre de façon disproportionnée, bien entendu, pour vraiment donner une leçon à l'ennemi. Il ne faut pas lui donner l'occasion, lui laisser l'illusion, l'idée qu'il puisse de nouveau recommencer. Il faut le châtier de façon tellement disproportionnée, tellement énorme, qu'il ne lui viendrait plus à l'esprit de recommencer. Donc il y a une tendance à aller encore plus loin dans l'administration de la mort. Alors, comment peut-il exister deux mondes qui fonctionnent comme ça en parallèle? Un monde dans lequel on répudie la mort, dans lequel on n'accepte pas de donner la mort, et un monde en même temps, on accepte de donner la mort à des échelles largement extraordinaires. On ne tue pas une personne, on tue un nombre on tue comme on peut, c'est-à-dire selon notre capacité de destruction. Si on peut mettre une tonne d'explosifs, une bombe d'une tonne, pas de problème. 2 tonnes d'un seul coup, c'est uniquement la capacité de l'appareil ou la capacité de l'engin, la bombe qui détermine. Donc il y a des bombes de toutes sortes, on en invente, on n'a pas arrêté. C'est-à-dire le problème éthique de l'arrêt de la conception des engins de mort et l'arrêt de la progression du budget militaire, c'est-à-dire qu'on ne renonce pas à l'idée d'être armé. Évidemment, quand un adversaire cesse d'exister ou devient un adversaire de second ordre, on en invente un beaucoup plus qu'on met en avant et qui devient urgent de défier, de le défaire. Donc à ce moment-là, on a toujours une série, il y a une couche successive d'adversaires, d'ennemis, et selon, donc on va mobiliser les moyens. Donc on ne renonce pas au budget militaire ni à l'industrie à un moment. On fabrique des engins, peut-être quantitativement on a peut-être moins d'engins, moins de choses, mais peut-être on accélère la capacité de destruction des engins, et on a
On a un raffinement dans toute la science, tous ces étudiants, tous ces aspirants à la science et apportent leur soutien, leur contribution à cette industrie qui paye bien. Et j'imagine à l'époque où on accordait, où l'armée accordait des bourses aux étudiants-chercheurs, ceux qui étaient avec l'armée, évidemment, avaient droit, alors les autres, ils étaient obligés de se débrouiller comme ils pouvaient. Mais, donc, il y a, après on va dire, les progrès militaires profitent aux civils, voyez l'avion, etc. Qu'est-ce que l'avion nous a apporté réellement? Quand on voit ce que l'aviation a fait, alors, peu importe, on voyage facilement d'un continent à l'autre, peu importe, mais l'avion a tellement détruit, et détruit encore, qu'il est opportun d'interroger l'intérêt de cette d'avoir fait évoluer ce moyen de transport. Donc finalement on reste un peu dans le constat. On fait des constats, on peut faire des dizaines de constats, on peut les faire de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus approfondie, sans omettre aucun élément. L'individu en lui-même, soit il y a des individus à qui on ne demande pas leur avis, savoir s'ils sont d'accord ou pas, soit il y a cette permanence, cette opinion publique. Bien sûr, quand vous avez une opinion publique et qu'elle a une propension qu'elle apporte son soutien à telle politique, ça ne vient pas de rien. Si vous avez des écoles, quand vous avez des moyens de formation, de conditionnement, quand vous donnez un récit bien spécifique à vos enfants, ces enfants-là s'approprient ce récit, il devient le leur, et évidemment, la légitimité. Chacun va construire sa légitimité dans son coin, et évidemment, il a une lecture de l'histoire et une lecture et une approche de rapport à l'autre qui est la sienne. Et l'école, cette foutue école, et les mass médias aussi, mais l'école qui, elle, va créer les éléments de base sur lesquels tous les pouvoirs vont pouvoir se compter pour pouvoir pérenniser les choses. Il n'y a pas d'école qui dit, on connaît la situation du Costa Rica qui a aboli l'armée, mais il n'y a aucune école qui dit la guerre est mauvaise. La guerre est la forme ultime de la violence. C'est la violence abjecte. Personne ne dit la guerre est une violence abjecte, inutile. Bien sûr, il y a des gens qui disent la guerre permet à des assassins de masse de pouvoir exercer leur penchant sans devoir rendre compte. Vous avez envie d'assassiner, vous allez vous faire militaire. Évidemment, il faut attendre l'occasion. On ne va pas assassiner ses propres collègues, mais on va attendre l'occasion, et une fois que l'ordre a été donné, on peut descendre autant d'ennemis qu'on veut. Il n'y a pas de limite. L'ennemi ne naît pas de rien, il est aussi l'humain, il est aussi un autre soi-même. Il y a toutes sortes de gens qui continuent de croire qu'ils ont une spécificité, qu'ils ont quelque chose de différent. C'est le maintien du discours de différenciation basé sur la recréation d'un roman des origines bien spécifiques, bien en opposition avec le roman qui est produit ailleurs. Un rapport au territoire, cette primauté, j'ai la primauté sur le territoire, j'ai la légitimité de mon côté, j'ai un combat sacré, ces histoires de combat sacré. Quand cela va-t-il s'arrêter? C'est cette histoire de du maintien, nourrit cette histoire-là avec nos récits, avec notre géographie, avec notre histoire qui est enseignée, chacun de son côté. Personne n'est plus à blâmer qu'un autre, tout le monde participe. Il n'y a pas de voix qui s'élève pour dire stop.
stop, une voix officielle, une voix qui soit, qui est, comment dire, capacité d'agir. Les pacifistes, ceux qui, évidemment, ne font pas le poids, ils existent, bien entendu, des gens qui ont pour idée de renoncer à la guerre. Mais renoncer à la guerre, c'est... Il faut aussi définir ce qui est la guerre. C'est-à-dire avoir tous les moyens, se donner tous les moyens pour faire le plus de mal à l'autre. Quand vous êtes un être humain, vous avez une perception continue de votre être, l'intégralité de votre corps, de votre organisme. Vos membres vous tiennent à cœur. Vous avez une relation. Vous êtes vos membres. Il vous manque un doigt et vous êtes déjà diminué. Comment vous imaginez que vous allez diminuer l'autre de façon consciente, de façon volontaire? Vous allez diminuer votre semblable, c'est-à-dire lui ôter quelque chose qui lui permet de vivre. Vivre sa vie tout simplement. Une jambe, un bras, un œil, quand vous allez le rendre handicapé, diminué. Ou alors quand vous allez aussi le tuer, ou tuer ses proches. Cela est, quand vous l'acceptez, il ne faut pas rester au niveau de la théorie, au niveau des principes de base. Il faut vraiment définir ce qu'est la guerre. Quand vous voyez les destructions matérielles, vous avez quelqu'un qui met toute une vie à essayer d'avoir un bien à lui. Et en peu de temps, un engin de guerre vient le détruire, vient réduire tous ses efforts, ses économies, ses sacrifices à néant, en un clin d'œil, par quelqu'un qui ne verra même pas les conséquences de son acte, avec cette guerre à distance. Vous êtes dans le ciel, vous appuyez sur un bouton, essayez. Vous êtes à terre, vous avez un canon, vous êtes loin et pouvez tirer, il n'y a pas de problème. C'est la guerre comme moyen, comme on n'arrête pas de dire, comme moyen aussi de réaliser des objectifs politiques. On croit encore. La preuve, c'est que avant toute négociation, les conflits s'exacerbent. Chacun essaie de gagner le plus de points possible pour être le plus fort possible pendant la période de négociation. Donc, on continue de considérer la guerre comme un autre moyen de faire de la politique. On continue de considérer la guerre comme légitime. Et donc, l'ennemi, pour faire la guerre, il faut avoir un ennemi bien identifié, un ennemi vraiment avec lequel on ne peut rien faire. C'est ça l'ennemi. C'est l'autre qui est radicalement différent de vous. C'est l'autre qui n'est plus un humain, qui est un humain d'une autre teinte, d'une autre nature. C'est le dénaturer. Dénaturer l'autre pour le rendre matière, comment dire, une bombe. Ça vous disperse, ça détruit, ça vous rend, comment dire, à vous émiette. Voilà, une bombe, ça vous émiette. Donc vous êtes capable de rendre l'autre informe. Petit bout par petit bout. Un petit bout de cuir chevelu là, un petit bout d'angle, un petit bout de bras, un petit bout de jambe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment peut-on se prétendre dans un siècle ou dans une époque de progrès, professer, discuter, débattre, polémiquer, alors qu'on voit qu'on n'est rien d'autre, que nous n'avons aucune différence par rapport aux âges obscurs, que nous ne sommes pas différents de l'époque romaine, que nous ne sommes pas différents de l'époque des croisades, des guerres de religion, que nous sommes différents de rien d'autre, que
nous sommes toujours les mêmes, cette permanence et notre capacité à créer, à recréer, à toujours produire de l'ennemi, à toujours produire de dissemblables, à toujours légitimer la violence, peu importe le support idéologique, le support doctrinal, c'est la violence. La violence comme moyen de résoudre nos difficultés. Nous devons cohabiter sur cette terre. Qu'est-ce que ça peut nous emporter? Toutes les vérités qu'on trimballe. Une seule vérité doit dominer. Nous sommes des êtres de passage. Et voilà, tout simplement, nous avons évidemment beaucoup de choses qui nous rassemblent. Nous avons toutes les choses qui nous rassemblent. Elles sont énormes. Et rien d'autre ne doit nous faire oublier cette chose-là, de la proximité. La douleur, nous la ressentons tous de la même façon. La perte, nous la ressentons tous de la même façon. Quand il nous manque une jambe, nous sommes aussi diminués qu'un autre. Quand il nous manque un œil, pareil. Alors croire quoi? Encore justifier la guerre? Encore croire que ceux qui sont contre la guerre fondamentalement sont des simplistes ou des lâches. Des lâches. Être contre la guerre, c'est être un lâche. C'est comme être contre la peine de mort. C'est considérer que quand on donne la peine de mort, quand on met l'autre à mort, on est aussi un assassin. C'est pour ne pas s'abaisser au rang de l'assassin, ne pas devenir soi-même un assassin. C'est pour cela qu'on trouve une autre solution. Alors, Badinter, où en êtes-vous de la guerre? Vous qui vous êtes saisi de l'histoire de la peine de mort, qui concernait quelques personnes, elle était si peu appliquée. C'était juste une question de symbole. Mais la guerre, elle tue. Elle tue. Nous créons les conditions de l'émergence d'autres ennemis pour continuer d'autres guerres, pour aujourd'hui et demain et je ne sais plus encore pour combien de temps. Ça, c'est ma contribution, un peu survoltée à ce sujet, mais c'est rien comparé à toutes les souffrances de partout dans ce monde maudit. La souffrance est la seule vérité, le seul horizon. Des êtres qui souffrent, qui font souffrir. Ceux qui ont souffert font souffrir d'autres. Rien d'autre. La souffrance n'est pas interdite, n'est pas un tabou, n'est pas mise hors la loi. Délégitimons la souffrance, délégitimons la guerre, délégitimons tout esprit de vengeance, de revanche ou tout autre. Faisons un effort contre notre propre inclination, nos propres instincts. Soyons plus que nous-mêmes. Soyons plus qu'humains. Soyons autre chose. Soyons différents de ceux qui nous ont précédés. Je parle presque, pour ne rien dire, je m'épuise à parler tout seul, encore une fois. Mais c'est le seul moyen de dire quelque part mon sentiment de défiance vis-à-vis de tous ceux qui professent la violence, délégitimer leur, malgré tout, même à mon échelle, même à mon niveau, leur dire non. Bannissons tous ces progrès militaires, toute cette industrie, tous ces plans, tous ces généraux, toute cette armée, toute cette administration, tous ces plans, toutes ces académies, tout ce génie militaire. Travaillons pour les générations à venir, pour leur bien-être
et les aider, leur donner les moyens de faire face aux défis, car obligatoirement nous aurons des défis qui nous dépasseront. Notre espèce obligatoirement un jour sera mise devant ses responsabilités en tant qu'espèce et non plus en tant que nation, bloc de nations. Espèce et rien d'autre. Voilà, j'ai dit.